Pendant le dîner en famille, mon fils a posé des pièces de 2 centimes sur la table et a dit à voix haute « Voilà ce que tu vaux, vieille folle ». Je n'ai rien répondu. Je me suis simplement levée en silence. Je suis allée jusqu'à ma chambre et je suis revenue avec une petite boîte et une clé USB. Personne n'a compris ce qui se passait à ce moment-là. Mais quand j'ai révélé ce qu'il y avait à l'intérieur, tout dans cette maison a changé. Parce que je m'appelle Viviane. J'ai 65 ans. Et ce que je vais vous raconter s'est passé le soir du réveillon de Noël 2024, dans ma maison, à Lyon, autour d'une table que j'avais mise avec amour, pour des gens que j'aimais de tout mon cœur. Avant de continuer, je vous demande gentiment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un like sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Cela me touche profondément de savoir que vous êtes là. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette nuit qui a tout changé. Il y a des nuits qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'elles sont belles, pas parce qu'il s'y est passé quelque chose de magique, mais parce qu'elles vous brisent d'une façon si précise, si chirurgicale, que vous n'êtes plus jamais tout à fait la même personne après. Le 24 décembre 2024 est cette nuit-là pour moi. J'avais passé 3 jours à cuisiner. 3 jours avec ces mains qui tremblent parfois maintenant, mais qui n'ont jamais cessé de travailler. J'avais préparé la bûche de Noël, le chapon farci, les légumes rôtis, les petits fours que mes petits-enfants adoraient depuis qu'ils étaient tout petits. J'avais sorti les assiettes en porcelaine que je gardais depuis 30 ans, les verres en cristal que ma mère m'avait laissés, la nappe brodée à la main que je lavais avec un soin presque religieux à chaque occasion. La table était mise pour 16 personnes. Ma sœur Françoise et son mari étaient là. Mes neveux, mes nièces, ma nièce enceinte installée près de la cheminée avec un coussin dans le dos. Les petits-enfants couraient entre les chaises en riant, leur voix résonnant dans toute la maison. Il y avait du bruit, de la chaleur, du vin chaud à la cannelle et à l'orange posé sur le buffet. De l'extérieur, c'était le tableau parfait du réveillon de Noël français. Mais moi, je surveillais la porte, parce que mon fils n'était pas encore arrivé. Et chaque fois que j'attendais Julien, il y avait dans ma poitrine quelque chose qui ressemblait à de la peur. Une peur que j'avais appris à cacher, à maquiller en sourire, à enfouir sous des gestes occupés, remplir les verres, ajuster les couverts, vérifier la cuisson du chapon pour la 4e fois. Il arriva à 20 heures passées, quand tout le monde était déjà à table. Il entra sans frapper, c'était ma maison, mais il n'avait jamais frappé. Avec son manteau sombre, son air de quelqu'un qui fait une faveur au monde entier simplement en se montrant. Il posa son manteau sur le fauteuil de l'entrée sans le suspendre, traversa le salon sans embrasser personne, tira sa chaise et s'assit. Il ne me regarda pas, il sortit son téléphone. Je continuais à sourire. Parce qu'avec Julien, j'avais appris depuis longtemps que chaque mot pouvait être un déclencheur. Chaque regard pouvait être interprété comme une attaque. On marche sur des œufs, on respire doucement, on sourit quand on a envie de pleurer, parce que le sourire est le seul bouclier qu'il vous reste. Le dîner commença bien. Les conversations allaient, les enfants riaient, Françoise racontait quelque chose de drôle qui s'était passé au travail. Je me détendais légèrement. Je me disais peut-être que cette fois, ce serait différent. Peut-être que Noël aurait raison de cette tension qui vivait entre nous depuis 5 ans, comme une bête tapie dans l'ombre. Je tendis la main vers la corbeille à pain et pris un croissant. Un geste simple, automatique. J'avais faim, j'avais cuisiné 3 jours, j'étais chez moi. Et la voix de mon fils traversa la table comme une lame. « Tu ne devrais même pas manger là. » Les rires s'arrêtèrent. Les fourchettes s'immobilisèrent. Je relevai les yeux vers lui. Il ne regardait pas son téléphone. Il me regardait, moi, avec ce sourire de côté que j'avais appris à redouter. Pas un sourire de joie, un sourire de satisfaction froide, le sourire de quelqu'un qui vient de trouver l'occasion qu'il attendait. « Tu sais combien ça coûte de t'avoir dans ma vie, maman? Tes consultations, tes médicaments, tes factures. Tu t'es déjà arrêté pour calculer combien tu me coûtes par mois ?» Je posai le croissant dans mon assiette. Je ne répondis pas. C'est une honte, franchement. S'asseoir là comme si tu étais la reine de la fête, alors que c'est toi qui aspires tout, mon temps, mon argent, ma vie entière.
Mon beau-frère dit son prénom d'une voix basse et ferme. Il leva la main sans le regarder. « Non, laisse-moi parler. Quelqu'un doit le dire. » Et il parla. Dieu du ciel, comme il parla. Il dit que j'étais un poids, qu'il n'avait pas pu vivre comme il le voulait à cause de moi, que depuis la mort de son père, il se sentait enchaîné, obligé de me surveiller, de me supporter, comme si j'étais une enfant incapable de se débrouiller seule. Ces mots tombaient dans la salle comme des pierres dans une eau calme, et chaque pierre créait des cercles qui allaient toucher tout le monde autour de cette table. Puis, sa voix baissa d'un ton, devint froide, dangereuse. Et si tu n'avais pas eu cette dispute avec papa la semaine d'avant, il aurait eu la tête à ce qu'il faisait. Il ne serait pas mort. Ce silence-là était différent de tous les autres. Ma nièce ferma les yeux. L'aîné de mes petits-enfants, 12 ans, regarda Julien avec une expression qu'un enfant ne devrait pas avoir. Mon beau-frère posa sa serviette sur la table avec un geste lent et délibéré. Et moi, je regardais mon assiette, avec le cœur brisé en morceaux si petits que je ne savais plus où ça faisait mal. Ce n'était pas la première fois qu'il disait ça. Depuis l'accident de novembre 2019, depuis cette route mouillée près de Lyon, depuis cet camion qui avait envahi la voie et emporté Henri en 3 secondes, Julien avait décidé que la faute était la mienne. Il le répétait à chaque débordement, comme un couteau qu'il replantait au même endroit. Au jour de l'enterrement, il me l'avait dit pour la première fois. Au jour de l'enterrement de mon mari, j'avais avalé ça aussi, parce que c'était le deuil, parce que c'était la douleur, parce qu'un fils en souffrance dit des choses qu'il ne pense pas. 5 ans que je me répétais ça, 5 ans. Ce fut à cet instant précis que ma main trembla. Ce fut à cet instant précis que le verre de jus d'orange m'échappa. Il se renversa sur la nappe brodée, le liquide se répandant lentement sur le tissu blanc, atteignant les assiettes, débordant vers le centre de la table. Et avant même que je puisse saisir une serviette, Julien se leva, lentement, beaucoup trop lentement, avec ce sourire qui n'était plus froid, qui était quelque chose d'autre, quelque chose de prémédité, quelque chose que j'allais comprendre dans les secondes suivantes. Il glissa la main dans la poche de sa veste, comme s'il savait que ça allait arriver, comme s'il attendait ça. Et il jeta sur la table une poignée de pièces. Des pièces de 2 centimes. Elles roulèrent sur le jus renversé, tintèrent contre les verres en cristal de ma mère, s'arrêtèrent près de mon assiette, près de mes mains, près de tout ce que j'avais préparé avec amour pendant 3 jours. Et il dit, fort, pour que tout le monde entende, « C'est tout ce que tu vaux, vieille folle et maladroite. » Personne ne respira. Je regardais les pièces, je regardais mon fils. Et je pris la décision la plus importante de ma vie. Je ne pleurais pas, je ne criais pas. Je pliais ma serviette avec calme, me levais sans bruit, repoussais ma chaise doucement, et je partis vers ma chambre. Tout le monde me vit partir. Personne ne comprit ce qui allait se passer ensuite, même pas lui. Dans le couloir, j'entendais encore sa voix. Elle traversait les murs de ma propre maison comme si les murs ne lui appartenaient pas. Et ils ne lui appartenaient pas, d'ailleurs, même s'il semblait l'avoir oublié depuis longtemps. Sa voix résonnait, rebondissait sur les photos accrochées dans le couloir, sur les cadres que j'avais choisis un par un, sur les images d'une vie entière que j'avais construite avec mes mains et que lui regardait sans jamais vraiment voir. Elle a toujours été comme ça, dramatique, faible, la moindre chose, et elle disparaît. Je m'arrêtais. 1 seconde seulement. Les mains à plat contre le mur du couloir, les yeux fermés, la respiration lente et contrôlée, comme j'avais appris à la contrôler au fil des années, au fil de toutes ces nuits où j'avais pleuré seule après qu'il était parti, après que la porte s'était refermée et qu'il n'y avait plus personne pour voir. Puis je continuais à marcher, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que cette nuit-là n'était pas une nuit comme les autres. Parce que quelque chose en moi, quelque chose de très ancien, de très profond, de très calme, avait décidé que c'était terminé. Pas dans la violence, pas dans les cris, pas dans le spectacle d'une femme blessée qui s'effondre devant tout le monde. Dans la vérité, il faut que vous compreniez quelque chose sur Julien. Il n'a pas toujours été cet homme-là. Il y a eu un temps, et je le jure sur tout ce qui m'est sacré, il y a vraiment eu ce temps, où ce garçon courait vers moi quand il tombait, où il dormait avec la tête sur mes genoux pendant les longs trajets en voiture vers la mer en été,
où il me disait, avec cette petite voix qui n'avait pas encore mué, que j'étais la meilleure personne du monde entier et qu'il voulait m'épouser quand il serait grand. Et je riais, et je lui expliquais doucement que ça ne fonctionnait pas comme ça, et il disait que c'était dommage. Ce garçon a existé. Je l'ai tenu dans mes bras. Je l'ai regardé dormir. Je l'ai vu grandir. Mais l'homme assis à cette table ce soir-là, je ne le reconnaissais plus. Tout avait commencé à changer après la mort d'Henri. Mon mari, le père de Julien, l'homme avec qui j'avais partagé 38 ans de vie, de disputes, de réconciliation, de silences complices et de rires inattendus dans les moments les plus ordinaires. Novembre 2019. Une route mouillée à la sortie de Lyon. Un camion qui avait envahi la voie sur quelques mètres, juste assez pour tout détruire. Henri revenait seul d'une réunion à Villefranche. Il n'avait pas souffert, m'avait dit le médecin, comme si ça pouvait consoler de quoi que ce soit. J'avais reçu l'appel à 18h40, un vendredi. Il pleuvait dehors. Je me souviens du bruit de la pluie sur la fenêtre de la cuisine. Je me souviens d'avoir glissé le long du mur jusqu'au sol sans même m'en rendre compte. Le téléphone encore contre l'oreille, la voix du médecin continuant à parler pendant que ma tête ne comprenait plus rien. Je me souviens surtout de Julien arrivant à l'hôpital ce soir-là, les yeux secs. Pas de larmes, pas d'effondrement. Juste ce regard fixe, ce mâchoire serré, et cette phrase qu'il me dit dans le couloir blanc de la salle d'attente, avant même que nous ayons pu nous tenir l'un l'autre. Si tu n'avais pas eu cette dispute avec lui la semaine d'avant, il aurait eu la tête à ce qu'il faisait. Au jour de l'enterrement de son père. Il me dit ça au jour de l'enterrement de son père. J'avais avalé cette phrase-là comme j'avais avalé tellement d'autres choses dans ma vie. Parce que c'était le deuil. Parce que c'était la douleur. Parce qu'un fils qui perd son père à 37 ans, d'un coup, sans prévenir, sans pouvoir dire au revoir, dit des choses qu'il ne pense pas vraiment. Des choses qui viennent d'un endroit de souffrance pure, pas de raison. Je m'étais dit ça. Pendant 5 ans, je m'étais répété exactement ça. 5 ans de visites qui finissaient en humiliation. 5 ans de dîners où je surveillais chaque mot, chaque geste, chaque expression de mon propre visage pour ne pas déclencher quelque chose. 5 ans à l'entendre me dire que j'étais chère à entretenir, que mes médicaments coûtaient trop cher, que mes consultations chez le médecin empiétaient sur son temps, que ma seule existence semblait être pour lui un reproche permanent, une facture ouverte qu'il n'avait jamais demandé à payer. Tu es un fardeau, maman, un fardeau que je porte par obligation. Il m'avait dit ça un soir d'avril, sur le pas de ma porte, avant de repartir vers sa voiture sans se retourner. J'étais rentrée, j'avais fermé la porte, je m'étais assise sur le canapé dans le noir, et j'avais attendu que ça passe. Mais cette nuit-là, avec les pièces de 2 centimes encore sur ma nappe brodée, avec sa voix encore dans mes oreilles, avec le jus d'orange encore répandu sur le tissu que ma mère m'avait brodé à la main il y a 40 ans. L'attente était terminée. J'entrais dans ma chambre, fermais la porte avec soin, sans claquer. Je n'avais jamais claqué les portes, même quand j'en avais envie, même quand tout en moi voulait faire du bruit, exister, occuper de l'espace d'une façon qui ne soit pas effacée. Je m'assis au bord du lit, regardais le sol quelques secondes, pas pour pleurer, pour me souvenir de qui j'étais. Viviane, 65 ans. Une femme qui avait construit une vie entière à partir de presque rien, qui avait créé une entreprise de ses propres mains, qui avait investi en silence pendant des décennies, qui avait survécu à des choses que Julien ne connaissait pas et qu'il était sur le point de découvrir. Je me penchais, tirais la valise de sous le lit. Et derrière la valise, il y avait le sac en tissu bleu qu'Henri avait cousu lui-même un dimanche après-midi d'été, en souriant avec cette concentration appliquée qu'il avait pour les petites choses manuelles, en disant sans lever les yeux de son aiguille « C'est pour garder nos secrets, Viviane. Les secrets importants méritent une belle enveloppe. » J'ouvris le sac. La boîte était là. Le pendrive était là, attaché avec un élastique à une enveloppe jaunie par le temps, l'encre de l'adresse légèrement passée, mais encore parfaitement lisible. Je pris la boîte dans mes mains. Je la tins quelques instants contre ma poitrine. Puis je me levai, me regardais dans le miroir de la chambre, cette femme aux yeux fatigués mais au dos droit, cette femme qui avait tout donné et à qui on venait de dire ce soir qu'elle valait 2 centimes, et je décidais,
une bonne fois pour toutes, que le silence avait assez duré. Je pris la boîte, je pris le pendrive, et je retournai dans le salon. Quand je revins dans le salon, Julien était toujours à table, affalé dans sa chaise, les bras croisés, le menton légèrement relevé, la posture de quelqu'un qui vient de gagner une bataille et qui attend que les autres l'admettent. Il parlait encore, la voix plus basse maintenant, mais avec cette même assurance froide qui m'avait appris depuis 5 ans à mesurer chacun de mes gestes en sa présence. Françoise avait les yeux rouges. Mon beau-frère regardait la table avec une expression tendue, les mâchoires serrées, les mains à plat sur la nappe, comme quelqu'un qui retient quelque chose de très lourd. Les petits-enfants s'étaient réfugiés dans un coin du salon, les plus jeunes, sans comprendre vraiment. Le plus âgé, 12 ans, les yeux trop grands pour son âge ce soir-là, regardant son père avec une expression que je n'aurais jamais voulu voir sur le visage d'un enfant. La cheminée crépitait doucement. Dehors, Lyon était silencieuse sous un ciel de décembre bas et gris. Et moi j'entrais dans cette pièce avec la boîte dans les mains et je la posai au centre de la table. Le son fut sec, précis, définitif. Les assiettes tintèrent légèrement. Tout le monde regarda, même Julien. Il décroisait les bras lentement, comme si le mouvement lui coûtait quelque chose, et regardait la boîte avec cette expression d'homme qui pense déjà savoir ce qu'il va trouver à l'intérieur. Cette expression qui m'avait toujours agacé, cette certitude permanente d'avoir déjà compris avant même d'avoir regardé. Il ne savait pas. Il ne savait absolument pas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il, avec ce demi-sourire que je reconnaissais, le sourire de quelqu'un qui cherche à minimiser ce qu'il ne contrôle pas encore. Je tirai ma chaise. Je m'assis. Je passai une main sur la surface de la boîte. Une seule fois, lentement, comme on pose la main sur quelque chose qu'on a gardé longtemps et qu'on s'apprête à laisser partir. Puis je levai les yeux vers lui. « Assieds-toi correctement, Julien. Ce que tu vas voir cette nuit va changer tout ce que tu crois savoir sur ta vie. » Le demi-sourire disparut. Il se redressa dans sa chaise, pas parce que je le lui avais demandé, mais parce que quelque chose dans ma voix, quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais entendu avant, ce calme absolu, cette certitude tranquille, lui avait dit que ce moment était différent des autres. J'ouvris la boîte. Je sortis les documents un par un. Je les posai sur la table comme on distribue des cartes dans un jeu dont l'autre joueur ignore les règles depuis le début. Les contrats d'entreprise d'abord, avec son nom imprimé en haut de chaque page, bien visible, bien net, et mon nom, à moi, en caractère plus petit, dans les clauses du bas, là où les gens ne lisent généralement pas parce qu'ils font confiance, parce qu'ils signent sans regarder, parce qu'ils sont certains de tout comprendre. Ensuite, les relevés bancaires, des dates qui remontaient à 20 ans en arrière, des virements, des investissements, des chiffres qu'il n'avait jamais vus mais qui avaient soutenu chaque décision qu'il avait prise en croyant que c'était lui, uniquement lui, qui portait tout. Les actes de propriété, l'appartement à Paris, la maison à Bordeaux, les 2 garages en périphérie de Lyon, tous achetés avec de l'argent qui avait d'abord traversé mes mains avant d'atteindre les siennes, les extraits de compte, les registres de transfert, les preuves, document après document, chiffre après chiffre, et enfin, le testament. Je le posai devant lui, ouvert à la dernière page. Lis. Il regarda les papiers sans les toucher, comme s'il avait peur de ce qu'il allait trouver, comme si la distance entre ses yeux et ses feuilles était le dernier rempart entre ce qu'il croyait être sa vie et ce qu'elle était vraiment. « Je ne vais pas rester là à me faire juger dans cette maison, » dit-il, mais la voix avait perdu son tranchant. Il restait quelque chose dedans qui ressemblait à de l'incertitude, et l'incertitude chez Julien était une chose rare, une chose qu'il cachait toujours très vite derrière la colère. « Personne ne te juge, » répondis-je avec calme. « Je te montre la vérité. Tu peux choisir de ne pas regarder, mais tu vivras avec ce choix pour le reste de ta vie. » Le silence qui suivit dura plusieurs secondes. Françoise ne bougeait plus. Mon beau-frère avait posé ses 2 coudes sur la table, les yeux fixés sur Julien. Ma nièce enceinte tenait sa tasse de tisane à 2 mains sans boire, les yeux faisant des allers-retours entre mon fils et moi. Julien tendit la main, prit le premier document et commença à lire. Je le regardai lire.
Page après page, je regardais son visage changer. L'arrogance fut la première chose à partir. Elle glissa de ses traits comme quelque chose qui n'avait jamais vraiment appartenu à son visage, juste posé dessus depuis trop longtemps. Vint ensuite la confusion, les sourcils légèrement froncés, les yeux qui relisaient certaines lignes 2 fois, 3 fois, puis l'incrédulité, la bouche qui s'entr'ouvrait imperceptiblement, la respiration qui changeait de rythme, et puis autre chose. Quelque chose que je mis un moment à identifier parce que je ne l'avais pas vu sur son visage depuis très longtemps. La peur. « Ça n'a aucun sens », dit-il sans lever les yeux des papiers. La voix était plate, mécanique, la voix de quelqu'un qui parle pour combler le silence pendant que son cerveau travaille frénétiquement à autre chose. « D'où vient cet argent ?»« De moi. Tu n'as jamais eu... » »« J'ai toujours eu, Julien. » Une pause. « Tu n'as simplement jamais posé la question. » Il leva les yeux vers moi cette fois, et je lui dis ce que j'avais attendu des années pour dire, pas avec de la colère, pas avec du triomphe, avec la simple et froide clarté de quelqu'un qui énonce des faits. Chaque maison que tu as achetée, chaque voiture que tu conduis, chaque contrat que tu as signé en te croyant génial, tout ça vient des investissements que j'ai faits en silence dans ton entreprise quand elle était dans le rouge, quand tu étais sur le point de tout perdre sans même le savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez un like, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur. Le silence qui tomba sur la table fut total. Françoise porta la main à sa bouche. Mon beau-frère ferma les yeux une seconde, comme quelqu'un qui vient de recevoir une information trop grande pour être absorbé d'un seul coup. « C'est un mensonge », dit Julien. Mais la voix, cette voix qui m'avait dit ce soir que je valais 2 centimes, cette voix qui m'avait accusé de la mort de son père au jour de l'enterrement, cette voix-là n'avait plus aucune force dedans. Elle était creuse. Je poussais les documents dans sa direction. C'est tout documenté, chaque centime, avec la date, l'heure et la signature. Il regarda les papiers. Il les regarda longtemps, sans parler, sans bouger, les mains à plat sur la table de chaque côté des feuilles, comme quelqu'un qui essaie de ne pas se noyer. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» Ce fut la première fois de toute la soirée que sa voix ne contenait plus de colère. Juste une question nue, désorientée, presque enfantine dans sa simplicité. « Parce que je voulais que tu croies en toi-même, » répondis-je. Je me suis trompée sur ça. Je le sais, mais à l'époque, c'était ce que je croyais juste. Je marquai une pause. Et parce que je voulais savoir si, un jour, sans rien savoir de tout ça, tu serais encore capable de me traiter comme ta mère. Le silence qui vint après fut différent de tous les précédents. Plus lourd, plus réel. Il y a encore autre chose, dis-je. Je pris le testament. Je le posai ouvert devant lui, à la dernière page, celle avec les chiffres. Il lut une fois. Il relut. Leva les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. 23 millions d'euros ? Et dans ses yeux, pour la première fois de la nuit, il n'y avait plus ni arrogance ni colère. Il n'y avait que la compréhension lente et terrifiante de ce qu'il avait failli perdre. Je le laissai lire. Je n'ajoutais rien. Je ne me levais pas. Je ne regardais pas les autres autour de la table pour chercher leur approbation ou leur soutien. Je restais assise, les mains posées à plat sur mes genoux, le dos droit contre le dossier de ma chaise, et j'attendis avec la patience de quelqu'un qui a attendu très longtemps déjà et qui sait que quelques minutes de plus ne changent rien à l'essentiel. La cheminée continuait à crépiter doucement. Dehors, le vent soufflait dans les rues pavées de Lyon avec ce sifflement bas et régulier des nuits de décembre, ce son qui glisse sous les portes et fait frissonner même quand on est au chaud à l'intérieur. Julien tournait les pages lentement, trop lentement pour quelqu'un qui lisait vraiment, à la bonne vitesse pour quelqu'un qui essayait de comprendre comment le sol avait disparu sous ses pieds sans qu'il s'en soit rendu compte. 10 minutes s'écoulèrent ainsi. 10 minutes pendant lesquelles personne autour de cette table ne dit un seul mot. Les petits-enfants s'étaient immobilisés dans leur coin du salon, sentant, avec cet instinct, que les enfants ont toujours que quelque chose de très important se jouait là, quelque chose d'adulte et de grave, qui demandait du silence. L'aîné regardait son père avec ses yeux trop grands.
Les plus jeunes se tenaient serrés l'un contre l'autre sans savoir pourquoi. Françoise avait les mains croisées sur la table, les jointures légèrement blanches. Quand Julien arriva à la dernière page du testament, il s'arrêta. Je le vis relire la ligne des chiffres une première fois, puis une deuxième. Puis il posa le document sur la table avec une lenteur presque cérémonieuse et leva les yeux vers moi. 23 millions d'euros. Ce n'était pas vraiment une question. C'était plutôt la façon dont on répète à voix haute quelque chose d'impossible pour vérifier si les mots sonnent aussi faux dans l'air qu'ils sonnaient dans sa tête. C'est ce qui existe, oui. Il secoua légèrement la tête, les sourcils froncés, le regard de quelqu'un qui cherche l'erreur, la faille, l'explication raisonnable qui lui permettrait de replacer le monde dans l'ordre qu'il connaissait depuis toujours. D'où? Comment est-ce possible? Tu n'as jamais... L'héritage de ma famille, l'interrompis-je calmement. Des investissements sur 40 ans, des biens immobiliers à Paris, à Bordeaux, une propriété dans le Luberon que mon père m'a laissée et que je n'ai jamais vendue, jamais touchée, jamais mentionnée. Pourquoi? Dit-il, et dans ce mot unique, il y avait une confusion sincère qui, je dois l'admettre, me fit quelque chose. Pas de la pitié, quelque chose de plus complexe. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Je pris le temps de répondre. Parce que cette réponse-là méritait d'être dite correctement, sans précipitation, sans émotion qui déborde et brouille les mots. Parce que l'argent révèle qui les gens sont vraiment, Julien. J'ai appris ça très tôt dans ma vie. Et j'avais besoin de savoir qui tu étais avant de décider ce que j'allais faire de tout ça. Il me regarda pendant un long moment sans parler. Et puis quelque chose dans son expression changea encore. Pas la peur cette fois. Quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait à un calcul, à une réévaluation rapide et froide de la situation, et ce quelque chose-là me serra le cœur d'une façon différente des autres, parce que je connaissais mon fils, et je savais reconnaître le moment où il passait de la confusion à la stratégie. « Alors tu vas changer le testament », dit-il. Pas une question, une déduction. La voix redevenait plus ferme, cherchait à reprendre pied sur quelque chose de solide. Je l'ai déjà changé. Le silence fut brutal. Hier matin, j'ai appelé mon notaire. Julien se leva à moitié de sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Je suis ton fils. Et je suis ta mère. Je marquai une pause. Celle que tu as dit ce soir qu'elle valait 2 centimes. Les pièces étaient encore là sur la nappe tachée de jus d'orange, près de mon assiette, exactement là où elles avaient roulé quand il les avait jetées. Tout le monde les regarda en même temps, comme si ces petits ronds de métal étaient soudain devenus le centre de gravité de toute la pièce. Julien les regarda aussi, et pour la première fois de la soirée, il ne trouva rien à dire. Françoise essuya ses yeux discrètement avec le coin de sa serviette. Mon beau-frère regardait Julien avec une expression où il n'y avait plus de colère retenue, juste une tristesse lourde, la tristesse de quelqu'un qui observe depuis des années quelque chose se dégrader et qui voit enfin les conséquences arriver. L'aîné des petits-enfants, ce garçon de 12 ans avec ses yeux trop sérieux ce soir-là, regardait son père avec cette expression de déception adulte que je n'aurais jamais voulu voir sur son visage. Cette expression qui disait, sans aucun mot, qu'il avait tout compris depuis longtemps, bien plus longtemps que les adultes ne l'imaginaient. Julien vit ce regard. Je le vis voir ce regard. Et quelque chose en lui, quelque chose de très petit, de très enfoui, quelque chose qui ressemblait peut-être à une conscience, se fissura légèrement. Pas entièrement, pas encore. Mais la fissure était là. Je ne savais pas, dit-il, la voix plus petite maintenant, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. Si j'avais su pour l'argent, pour tout ça, jamais j'aurais... Si tu avais su pour l'argent, tu m'aurais traité différemment? L'interrompis-je avec douceur. Il ouvrit la bouche, la referma. Réfléchis bien avant de répondre, Julien, parce que cette réponse va dire beaucoup de choses sur qui tu es vraiment. Le silence qui suivit fut le plus long de la soirée, parce que nous savions tous les deux, et peut-être toute la table aussi, que la bonne réponse n'existait pas. Que quelle que soit la façon dont il formulait les choses, la vérité était là, nue, étalée sur cette table entre les documents
et les pièces de 2 centimes, et les restes d'un réveillon de Noël que personne n'oublierait jamais. Le problème n'avait jamais été l'argent. Et nous le savions tous les deux. « Il y a encore autre chose, dis-je finalement. Il leva les yeux vers moi. Quelque chose que ni les documents ni les chiffres ne peuvent te dire. Quelque chose que tu dois voir toi-même. Je me levai lentement, pris le pendrive qui était posé à côté de la boîte, encore attaché à son élastique, encore dans son enveloppe jaunie. Je le tins dans ma main un instant. Ce petit rectangle de plastique noir qui contenait 40 ans de vérité. 40 ans de silence, de sacrifice, de choses jamais dites et de preuves soigneusement conservées par un homme qui avait toujours su, lui, que la vérité finit toujours par avoir besoin d'un espace où exister. Mon mari, Henri, qui n'était plus là pour parler lui-même, mais qui avait trouvé le moyen de le faire quand même. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda Julien, et dans sa voix maintenant, il y avait quelque chose que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. De l'inquiétude, pas la colère, pas l'arrogance, pas le calcul froid. Une inquiétude presque enfantine, presque fragile, la voix de quelqu'un qui sent qu'il est sur le point d'apprendre quelque chose qu'il ne pourra pas désapprendre. Je le regardais. « Tu vas voir ton père. » Je traversais le salon lentement. Pas parce que mes jambes ne me portaient plus. Elles me portaient, elles m'avaient toujours porté, même dans les moments où tout le reste s'effondrait. Mais parce que ce que j'étais sur le point de faire demandait cette lenteur-là, cette gravité, ce pas mesuré de quelqu'un qui sait que certains moments ne peuvent pas être précipités sans perdre quelque chose d'essentiel en chemin. La télévision était au fond du salon, contre le mur que j'avais fait repeindre en blanc cassé il y a 3 ans. Sous le tableau que ma mère m'avait laissé, une aquarelle de Provence, des lavandes et un ciel bleu pâle, des couleurs douces qui semblaient ce soir-là appartenir à un autre monde entièrement. C'était cette même télévision devant laquelle Julien s'asseyait à 6 ans, enroulé dans sa couverture bleue, avec des oreilles d'ours, les yeux mi-clos le samedi matin pendant que je préparais le petit déjeuner dans la cuisine et que l'odeur du café et des tartines grillées traversait tout l'appartement. Je branchai le pendrive, pris la télécommande et m'arrêtai 1 seconde, le dos tourné à la salle, les yeux sur l'écran encore noir. Henri. Je pensais à lui comme je pense toujours à lui dans les moments importants, pas avec la douleur aiguë des premiers temps, mais avec cette douleur sourde et permanente qui s'est installée dans ma poitrine depuis novembre 2019 et qui, je le sais maintenant, ne partira jamais complètement. On apprend à vivre avec. On apprend à la porter comme on porte un manteau trop lourd. On s'y habitue, on oublie presque qu'il est là, jusqu'à ce qu'un geste, une odeur, un son vous le rappelle avec une précision absolue. Il avait fait cette vidéo un dimanche d'octobre 2018, 1 an avant l'accident. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Personne ne le sait jamais. Mais Henri était cet homme-là, cet homme qui pense à l'après, qui prépare, qui range les choses importantes dans des endroits sûrs, parce qu'il croit que la vie mérite qu'on la prenne au sérieux, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui laisse des traces. Il m'avait dit ce soir-là, en éteignant la caméra, « C'est pour le cas où, Viviane, on ne sait jamais. » Je n'avais pas voulu y penser à l'époque. Ce soir, j'y pensais. Je sélectionnais le fichier. Je me retournai vers la salle. « Je veux que tout le monde regarde, » dis-je. Ma voix était calme, ferme. Et je veux que personne n'interrompe. Françoise hocha la tête sans un mot. Mon beau-frère se redressa sur sa chaise. Les petits-enfants, alertés par quelque chose dans le ton de ma voix, vinrent s'asseoir sur le tapis devant la télévision avec cette docilité instinctive des enfants qui sentent qu'un moment grave demande du respect. Julien ne bougea pas. Il était assis, les coudes sur les genoux maintenant, les mains jointes, le regard fixé sur l'écran noir encore vide. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-il, mais cette fois la question n'avait plus rien d'accusateur. Elle était petite, presque peureuse. « C'est ton père », répondis-je simplement. Et j'appuyai sur lecture. L'image apparut avec cette qualité légèrement granuleuse des enregistrements anciens, les couleurs un peu lavées, la luminosité inégale d'une caméra amateur un dimanche après-midi, avec la lumière d'octobre entrant par la fenêtre du salon. Cette lumière d'automne à Lyon, dorée et presque horizontale,
qui pose sur toutes les choses une teinte de quelque chose qui ressemble à la fois à la beauté et à la mélancolie. Henri était assis dans son fauteuil habituel, le pull vert qu'il portait tous les dimanches, les lunettes remontées sur le front. Ce pli entre les sourcils qu'il avait quand il réfléchissait à quelque chose d'important, ce pli que Julien avait hérité de lui sans s'en rendre compte et qu'il avait en ce moment même assis de l'autre côté de la pièce. Françoise laissa échapper un son étranglé. Pas tout à fait un sanglot, quelque chose de plus retenu, quelque chose qui cherche à rester digne mais qui n'y arrive pas entièrement. L'un des petits-enfants, le plus jeune, 5 ans à peine, demanda à voix basse « C'est papy ?» Et personne ne répondit, mais la réponse était dans les yeux de tout le monde. Henri regarda la caméra. Ce regard direct, sérieux, sans détour, le regard de quelqu'un qui parle vraiment et qui a besoin qu'on l'entende vraiment. Et il dit « Julien, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que le moment est venu pour toi de savoir. » La voix d'Henri dans cette pièce, après 5 ans. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Je ne peux pas trouver les mots qui rendraient justice à ce que ça fait d'entendre la voix de l'homme qu'on a aimé pendant 38 ans résonner dans une pièce où il ne sera plus jamais assis. C'est à la fois une déchirure et quelque chose de doux. C'est la présence de quelqu'un qui est parti et qui, l'espace d'un instant, n'est plus tout à fait absent. Julien ne bougeait plus. Ses mains jointes s'étaient crispées légèrement. Henri continua. Quand tu avais 6 ans, les médecins ont trouvé quelque chose dans ton cœur. Quelque chose de grave. Le genre de problème qui nécessitait une opération que l'hôpital public ne pouvait pas faire cette année-là. Il fallait une clinique spécialisée à Genève. Et Genève coûtait tout ce que nous n'avions pas. Un silence dans la vidéo. Henri baissa les yeux une seconde, les releva. Ta mère a vendu l'appartement en 3 semaines. Elle a emprunté de l'argent à sa famille sans te le dire, sans me laisser lui dire non. Elle a travaillé 2 équipes par jour pendant 2 ans pour tout rembourser. Et elle n'a jamais, Julien, dit un seul mot à ce sujet. Pas à toi, pas à ses amis, pas même à moi dans les moments de fatigue, quand elle aurait eu toutes les raisons de se plaindre. Henri marqua une pause. Sa main remonta vers ses lunettes, ce geste habituel, ce geste que Julien connaissait depuis qu'il était enfant, ce geste qui voulait dire que son père était sur le point de dire quelque chose d'essentiel. Elle n'a pas voulu que tu grandisses avec ce poids. Elle ne voulait pas que tu te sentes redevable. Elle voulait juste que tu vives. Julien. Je ne le regardais pas directement. Je regardais l'écran. Mais je le voyais du coin de l'œil. Je le voyais recevoir chaque mot comme quelque chose de physique. Henri continua, la voix plus douce maintenant, plus intime, comme s'il parlait à son fils de très près, malgré les années et la distance impossible qui les séparait désormais. Elle a créé l'entreprise à partir de rien pendant qu'elle t'élevait. Elle a investi en silence pendant que tu croyais bâtir seule. Elle a tout porté pendant que tu croyais tout porter. Et elle l'a fait sans jamais te demander de la remercier, sans jamais te demander de le savoir. Une pause plus longue. Si un jour tu penses que ta mère est un fardeau, souviens-toi de ceci. C'est elle qui a renoncé à sa propre vie pour sauver la tienne. 2 fois, 3 fois. Autant de fois que c'était nécessaire. Henri regarda la caméra une dernière fois, avec ce regard direct qui ne laissait pas de place au malentendu. « Ne gâche pas ça, fils, je t'en supplie. » L'image s'arrêta. L'écran devint noir, et dans le salon, il n'y eut plus aucun son pendant ce qui me parut être un temps très long. Puis Julien mit son visage dans ses mains, et il pleura. Pas doucement, pas proprement. Ce fut le sanglot d'un homme de 42 ans qui vient de comprendre sur quoi il a bâti 5 années de colère, de mépris et d'accusation. Le sanglot de quelqu'un qui réalise en un seul instant l'étendue exacte de ce qu'il a détruit et qui n'a aucun moyen de le réparer d'un coup, aucun raccourci, aucune formule qui efface. Les épaules secouées, les mains tremblantes, la voix de son père encore dans la pièce comme un écho qui ne veut pas partir. Je restais debout là où j'étais. Je le regardais. Et pour la première fois de toute cette longue et terrible soirée, je sentis quelque chose se desserrer très légèrement dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas encore.
quelque chose de plus ancien que ça, quelque chose qui ressemblait à de l'amour qui refuse de mourir même quand on lui en donne toutes les raisons. Il pleura longtemps, plus longtemps que je ne m'y attendais. Plus longtemps, peut-être, qu'il ne s'y attendait lui-même. Ce sont ces larmes-là qui font le plus peur aux gens, pas celles qu'on voit venir, pas celles qu'on contrôle, pas celles qu'on choisit de verser au bon moment devant les bonnes personnes, mais celles qui arrivent du fond, qui remontent de très loin, qui traversent des années de résistance accumulées et qui, une fois lâchées, ne savent plus comment s'arrêter. Françoise alla vers lui. Elle posa la main sur son épaule sans rien dire. Elle n'avait pas besoin de rien dire. Ma sœur a toujours su que le silence, dans certains moments, est la seule forme de présence qui ne blesse pas. Mon beau-frère regardait la table. Pas par indifférence, par pudeur. La pudeur de quelqu'un qui assiste à quelque chose d'intime et qui sait que son regard n'a pas sa place là-dedans. Les petits-enfants ne bougeaient plus sur leur tapis. Le plus jeune s'était endormi contre l'épaule de sa cousine, inconscient de tout. Les autres regardèrent leur père avec des yeux qui essayaient de comprendre quelque chose que les mots des adultes n'avaient pas encore traduit pour eux. L'aîné, ce garçon de 12 ans, dont je ne cesserai jamais d'admirer la gravité tranquille, regardait son père pleurer avec une expression où il y avait de la peine, mais aussi quelque chose de plus inattendu. Du soulagement. Comme si voir son père s'effondrer enfin était moins douloureux que de le voir continuer debout dans une direction qui ne menait nulle part. Moi, je ne bougeais pas. Je restais debout, près de la télévision, le pendrive encore dans ma main, et j'attendis. Pas par cruauté, parce que certaines choses ont besoin de leur temps complet pour exister vraiment. Parce qu'interrompre un effondrement de ce genre, s'empresser de consoler, de minimiser, de poser la main et de dire ça va aller avant même que la personne ait fini de tomber, c'est lui voler quelque chose d'essentiel. C'est lui retirer la possibilité de toucher vraiment le fond, et c'est seulement en touchant vraiment le fond qu'on trouve l'appui pour remonter. Henri me l'avait dit une fois. Il m'avait dit « Viviane, tu consoles trop vite. Tu as tellement peur que les gens souffrent que tu leur enlèves le droit de finir leur douleur. » Il avait raison. Il avait presque toujours raison, Henri, sur les choses qui comptaient vraiment. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je l'écoutais. Quand les sanglots de Julien commencèrent à s'espacer, cette respiration heurtée qui reprend son rythme lentement, par saccades, comme après une longue course, il releva le visage de ses mains. Les yeux rouges, les joues mouillées, la mâchoire qui tremblait encore légèrement. Il me regarda. Pas avec la colère. Pas avec le calcul, pas avec ce sourire de côté que j'avais appris à redouter depuis 5 ans. Avec quelque chose que je n'avais pas vu sur son visage depuis qu'il était adolescent et qu'il venait me trouver dans la cuisine tard le soir parce qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il ne voulait pas me le dire directement, mais qu'il avait besoin que je sois là. De la vulnérabilité. Pure, sans défense, sans armure. Maman. Un seul mot. Mais avec un poids dedans que je n'avais pas entendu dans sa voix depuis des années tellement longues que j'avais presque oublié comment ce mot sonnait quand il venait vraiment de lui. Il se leva de sa chaise. Il traversa la distance entre nous, ces quelques mètres de parquet que j'avais ciré la semaine précédente, ce plancher de bois ancien que j'entretenais depuis 30 ans parce que j'aimais ce bruit particulier qu'il faisait sous les pas, ce bruit de maison vivante, de maison habitée, et il s'agenouilla devant moi, à genoux, sur ce parquet ciré. Cet homme de 42 ans, ce fils qui m'avait dit ce soir que je valais 2 centimes, ce fils qui m'avait accusé de la mort de son père au jour même de l'enterrement, ce fils que j'avais failli perdre à 6 ans et pour qui j'avais vendu tout ce que j'avais sans jamais lui dire, cet homme s'agenouilla devant moi avec les mains qui tremblaient et la voix qui cherchait ses mots. Je ne savais pas, je te jure que je ne savais pas. Je sais, répondis-je. Ce que j'ai dit ce soir? La voix se brisa. Ce que j'ai dit depuis 5 ans, il n'y a pas d'excuse. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Non, dis-je simplement. Il n'y en a pas. Il ferma les yeux. Pardonne-moi. Je gardai le silence un long moment. Je le regardais agenouillé devant moi sur ce parquet. Et je fis quelque chose que j'avais appris à faire au fil des années,
Dans les moments importants, je laissais passer le premier mouvement. Cette impulsion immédiate de tendre la main, de dire oui, de soulager, de résoudre. Je la laissais passer et j'attendis ce qui venait après. Ce mouvement plus lent, plus vrai, plus ancré dans quelque chose de réel. Ce qui vint après était clair. Il était mon fils. Il avait fait des choses terribles. Il avait dit des mots qui ne s'effacent pas. Il avait porté une colère mal dirigée pendant 5 ans et l'avait déversée sur la seule personne qui ne l'avait jamais abandonné. Il avait jeté des pièces de 2 centimes sur ma nappe de Noël devant toute ma famille. Et il était quand même mon fils, ce garçon qui avait couru vers moi quand il tombait. Ce garçon que j'avais failli perdre à 6 ans et pour qui j'avais tout donné sans hésiter une seconde. Ce garçon dont j'avais regardé le visage endormi des centaines de nuits en me disant que s'il existait une seule chose dont j'étais certaine dans ce monde, c'était que je l'aimais. Cet amour-là n'avait pas disparu. Il avait été enterré sous 5 ans de douleur et de silence. Mais il était là. Il avait toujours été là. « Je te pardonne, Julien. » Sa respiration se libéra d'un coup. « Tu es mon fils. Tu le seras toujours. » Il laissa sa tête tomber légèrement en avant, les épaules qui descendaient enfin, tout ce poids qu'il portait depuis des années, qui cherchait un endroit où se poser. Françoise pleurait doucement dans son coin. Mon beau-frère avait les yeux brillants. Ma nièce enceinte serrait sa tasse contre sa poitrine comme si elle avait froid, malgré la chaleur de la cheminée. Mais je n'avais pas fini. Cependant, il releva les yeux. Pardonner n'est pas la même chose qu'oublier. Il attendit. Et l'amour sans conséquence n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse, la mienne, que j'aurais dû corriger bien avant ce soir. Je marquai une pause. Il y a des conditions, Julien. Pour tout. Pour la relation que nous allons reconstruire. Pour ce que tu recevras un jour de tout ce que tu as vu ce soir sur cette table. Son visage ne se ferma pas. C'était déjà quelque chose. « Je t'écoute », dit-il. Et dans ces 2 mots-là, dans cette façon simple et dépouillée de dire « je t'écoute » sans protestation, sans négociation préalable, sans ce réflexe défensif qui avait coloré chacune de nos conversations depuis des années, je perçus quelque chose de petit, mais de réel. Un début, fragile, incertain, mais réel. Je m'approchai de la table, je repris la boîte, et j'en sortis le dernier enveloppe, celui qui était tout au fond, sous tous les autres documents, avec le logo du cabinet de mon notaire dans le coin supérieur gauche. L'écriture de Maître Aubert que je reconnaissais entre 1000. Je le tins dans ma main un instant, le regardai. Puis je levai les yeux vers mon fils, toujours à genoux sur mon parquet ciré. « Relève-toi », lui dis-je doucement. « Ce que je vais te dire maintenant, je veux que tu l'entendes debout. » Il se releva. Lentement, avec ce mouvement de quelqu'un dont les genoux ne sont plus tout à fait ceux d'un homme jeune, et dont l'âme, ce soir-là, était encore plus lourde que le corps. Il se redressa de toute sa hauteur, les épaules moins rigides qu'en début de soirée, le menton plus bas, le regard différent, un regard qui avait traversé quelque chose et qui n'était pas encore sorti de l'autre côté, mais qui cherchait la sortie. Je lui tendis l'enveloppe. Il la prit avec précaution, comme on prend quelque chose de fragile dont on ne comprend pas encore exactement la nature, mais dont on devine qu'il faut le traiter avec respect. « Ouvre-la. » Il glissa le doigt sous le rabat. Sortit les feuillets. 3 pages, dactylographiées, avec l'entête officielle du cabinet de Maître Aubert, les paragraphes numérotés, le langage juridique précis et sans ornement qui dit les choses telles qu'elles sont sans jamais chercher à les adoucir. Il commença à lire. Je le laissai lire. La cheminée crépitait toujours. Dehors, le vent avait forci légèrement. On l'entendait pousser contre les volets avec une insistance régulière, ce son familier des nuits d'hiver à Lyon. Ce son qui vous rappelle que le monde extérieur existe, mais que pour l'instant, il peut attendre. La table était encore là, avec tout ce qu'elle contenait. Les documents étalés, les verres à moitié pleins, la bûche de Noël que personne n'avait touchée, la nappe tachée de jus d'orange avec les pièces de 2 centimes qui n'avaient pas bougé depuis tout à l'heure, ces petits disques de métal qui semblaient maintenant appartenir à un autre siècle, tant les choses avaient changé depuis qu'il les avait jetés. Françoise me regarda. Je lui fis un petit signe de la tête, un signe minuscule,
presque imperceptible, qui voulait dire « je vais bien ». Continue à être là. J'ai besoin que tu sois là. Elle hocha la tête et resta. Julien tournait les pages lentement. De la thérapie, dit-il à voix basse, lisant le premier point. Oui, un suivi de 2 ans, avec des rapports trimestriels transmis à maître Aubert. Pas à moi, à lui. Je ne veux pas être impliqué dans le processus. Je veux juste savoir qu'il a lieu. Il continua à lire. Un accompagnement financier. Pour que tu apprennes à gérer ce que tu vas recevoir, et pour que tu comprennes, document par document, d'où vient chaque centime. Pas par humiliation, pour que tu saches vraiment, pour que tu ne puisses plus jamais prétendre que tu ne savais pas. Il tourna la dernière page. Ses yeux parcoururent les lignes, s'arrêtèrent. Il relut. Je le vis relire 2 fois, 3 fois, et je sus exactement où ses yeux s'étaient posés, parce que c'était la clause que j'avais rédigée moi-même, dans les mots que j'avais voulu, avant de les donner à maître Aubert pour qu'il les mette en forme juridique. La clause qui n'avait rien de juridique dans son fond, seulement quelque chose d'humain. Chaque année, commença-t-il, chaque année, le 12 novembre. Il leva les yeux. Le 12 novembre, la date de la mort d'Henri. Cette date que nous portions tous les deux depuis 2019 comme une pierre dans la poche, chacun à notre façon, moi dans le silence et le deuil, lui dans la colère mal dirigée et les accusations. Ce jour-là, tu viens ici, dans cette maison. On s'assoit à cette table, pas dans un restaurant, pas dans un endroit neutre, ici. Et on parle, vraiment, pas de business, pas de logistics, pas de sujets qui évitent les autres sujets, toi et moi, sans téléphone, sans excuses professionnelles, sans rendez-vous important qui tombe ce jour-là par hasard. Il ne répondit pas immédiatement. Juste nous deux, continuai-je, et la mémoire de ton père entre nous. Un long silence. Et si je refuse, dit-il, pas avec de la provocation, avec une question sincère, la question de quelqu'un qui a besoin de comprendre les contours exacts de ce qui lui est proposé. Si tu refuses, le testament reste tel qu'il est depuis hier matin, et tu hérites de ce à quoi la loi t'oblige, ni plus, ni moins. Il baissa les yeux vers les feuillets. Ce n'est pas une punition, Julien. Ma voix était ferme mais sans dureté. C'est une exigence. Il y a une différence. La punition cherche à faire souffrir. L'exigence cherche à construire quelque chose. Il resta immobile un long moment, les feuillets dans les mains, les yeux dans le vague quelque part entre les documents et la cheminée, dans cet espace intermédiaire où les gens vont quand ils sont en train de prendre une décision qui va changer quelque chose dans leur vie et qu'ils le savent. Je ne dis rien. Je n'ajoutais rien. Je lui laissais cet espace, parce qu'une décision prise sous pression n'est pas une décision, c'est une capitulation. Et je ne voulais pas sa capitulation, je voulais sa compréhension. Je voulais qu'il arrive à ce oui, si oui il y avait par lui-même, par un chemin qu'il avait lui-même parcouru. Françoise ne bougeait plus. Mon beau-frère avait les bras croisés, mais le visage ouvert. Cette posture d'homme qui a retenu sa colère toute la soirée et qui attend maintenant de voir comment les choses se posent avant de décider ce qu'il en pense vraiment. L'aîné des petits-enfants regardait son père avec une attention totale, les genoux remontés contre la poitrine, assis sur le tapis devant la cheminée éteinte. Ce garçon de 12 ans qui avait passé la soirée à tout observer, tout enregistrer, tout comprendre bien au-delà de ce qu'on imagine qu'un enfant de cet âge peut comprendre. Julien reposa les feuillets sur la table, délicatement, comme on pose quelque chose d'important. Il se tourna vers moi, et il dit, avec une voix que je ne lui connaissais presque plus, tellement il y avait longtemps qu'elle n'avait pas sonné comme ça. Simple, direct, sans calcul derrière, j'accepte. 2 mots. Mais 2 mots qui avaient traversé quelque chose de réel pour arriver jusqu'à moi. Je hochai la tête. Bien, je n'ajoutais rien d'autre. Pas de félicitations, pas de grandes déclarations, pas de mouvement de réconciliation spectaculaire qui aurait sonné faux après tout ce que cette nuit avait contenu. Juste bien. Parce que c'était suffisant pour l'instant. Parce que les vrais débuts sont toujours petits, toujours discrets, toujours moins impressionnants qu'on ne l'imaginait. Et c'est pour ça qu'ils durent. Je m'approchais de la table. Je regardais les pièces de 2 centimes encore posées sur la nappe tachée.
ces petits objets ridicules et terribles qui avaient déclenché tout ça. Ces 5 ou 6 disques de métal qu'il avait sortis de sa poche avec une précision préméditée, qu'il avait jetés sur ma nappe devant toute ma famille, avec ces mots que je n'oublierai jamais et que lui non plus n'oubliera jamais maintenant. Je les regardai un long moment. Puis, je tendis la main. Les pris un par un dans ma paume, leur surface froide et lisse sous mes doigts. Ce poids presque nul, 2 centimes, le poids de rien, le poids de ce qu'il pensait de moi ce soir-là. Je me retournai vers Julien, et je fermai sa main autour des pièces. Sa main était plus grande que la mienne depuis qu'il avait 15 ans. Je me souvenais du jour où je m'en étais rendu compte. Il posait la main à plat sur la table à côté de la mienne, et sa main était plus grande. Et j'avais ressenti quelque chose de bizarre, quelque chose de fier et de mélancolique à la fois, cette sensation des parents devant la croissance de leurs enfants, qui est une victoire et une perte simultanée. Je tins sa main fermée entre les miennes. « Garde ça, pour ne jamais oublier à quel point tu as failli perdre quelque chose d'irremplaçable ce soir. » Il baissa les yeux vers nos mains jointes. Il ne retira pas la sienne. Je retournai à ma place. Lentement, comme j'avais traversé ce salon toute la soirée, avec cette lenteur délibérée de quelqu'un qui sait que les moments importants méritent d'être habités entièrement, pas traversés en courant pour arriver plus vite à la suite. Je tirai ma chaise, je m'assis, je posai mes mains à plat sur la nappe à côté de mon assiette. Mon croissant était encore là, froid maintenant, un peu aplati sur le côté là où je l'avais posé précipitamment quand le verre s'était renversé, mais toujours là, sur mon assiette, dans ma maison, à ma table. Je le pris, et je continuais mon réveillon de Noël. Ce geste simple, reprendre ce croissant, mordre dedans avec calme, poser les yeux sur la table comme si la soirée pouvait maintenant reprendre son cours, ce geste fut peut-être la chose la plus forte que j'ai faite de toute la nuit. Plus forte que sortir la boîte, plus forte que brancher le pendrive, plus forte que tendre les pièces à Julien. Parce que ce geste disait quelque chose que les mots n'auraient pas su dire aussi clairement. Il disait « Je suis encore là, j'ai toujours été là, et je serai encore là demain matin. » Il disait « Cette maison est la mienne, cette table est la mienne, ce réveillon est le mien. » Il disait « Vous pouvez essayer de me faire croire que je vaux 2 centimes, mais je sais ce que je vaux, et je n'ai pas besoin de votre validation pour continuer à exister avec dignité. » Françoise fut la première à réagir. Elle se leva, alla chercher la bouteille de vin rouge sur le buffet, un Bourgogne que j'avais gardé pour l'occasion, un millésime que Henri aimait particulièrement, et elle fit le tour de la table pour remplir les verres. Sans un mot, avec ces gestes précis et attentionnés qu'elle avait toujours eus dans les moments où les mots auraient été de trop. Quand elle passa derrière moi, elle posa brièvement la main sur mon épaule. Juste une seconde, je posai ma main sur la sienne. Une seconde aussi. Ce fut suffisant. Mon beau-frère se leva à son tour, alla dans la cuisine, revint avec la bûche de Noël sur son plat, la posa au centre de la table avec la maladresse appliquée d'un homme qui n'est pas habitué à ce genre de geste, mais qui a décidé que ce soir, il allait le faire quand même. « On va quand même manger ce dessert », dit-il d'une voix neutre, presque pratique, et dans cette neutralité-là, il y avait toute la bienveillance du monde. Les petits-enfants, même ceux qui avaient ressenti la gravité de la soirée, même l'aîné avec ses yeux trop sérieux, se redressèrent légèrement à la vue de la bûche. Parce qu'ils étaient des enfants, et parce que la bûche de Noël reste la bûche de Noël même dans les nuits les plus longues. Le plus jeune, réveillé par les mouvements autour de lui, frotta ses yeux et demanda d'une voix ensommeillée si c'était déjà le dessert. Tout le monde rit, un rire vrai, court, inattendu, le genre de rire qui arrive dans les moments de tension relâchée et qui ne diminue pas la gravité de ce qui vient de se passer, mais qui dit simplement que la vie continue, que la vie insiste, que la vie trouve toujours le chemin pour revenir même dans les soirées qui semblaient vouloir tout brûler. Julien s'était rassis. Il tenait encore les pièces dans sa main fermée. Je pouvais voir la légère tension dans ses doigts, ce poing pas tout à fait serré, mais pas tout à fait ouvert non plus, comme quelqu'un qui tient quelque chose de petit mais de lourd. Il ne parlait pas. Il regardait la table, la bûche, les enfants,
Françoise qui servait le vin, son fils aîné qui s'était levé pour aider à apporter les assiettes à dessert depuis la cuisine, avec cette efficacité sérieuse qu'il avait toujours eue et qui me rappelait tellement Henri à cet âge. Je le regardais un moment sans qu'il le sache. Ce fils, cet homme brisé et debout, en même temps qui tenait des pièces de 2 centimes dans son poing et qui allait devoir apprendre, dans les mois et les années qui viendraient, à devenir quelqu'un de différent. Pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un sans faille, mais quelqu'un qui avait regardé en face ce qu'il avait fait et qui avait dit oui à la possibilité de changer. Ce n'est pas rien. Dans une vie, ce n'est vraiment pas rien. Au moment où Françoise posait le dernier verre rempli, Julien leva les yeux vers moi. Nous nous regardâmes par-dessus la table. Pas longtemps, quelques secondes seulement. Mais avec cette qualité de regard qu'on a rarement dans une vie, ce regard entre 2 personnes qui viennent de traverser quelque chose ensemble et qui savent toutes les deux que rien ne sera jamais exactement comme avant, mais que peut-être, si les 2 font l'effort, quelque chose de nouveau et de plus solide peut pousser à la place de ce qui vient d'être arraché. Il ouvrit la bouche, hésita. « Merci », dit-il finalement, tout bas, presque pour lui-même. Je ne répondis pas, je n'avais pas besoin de répondre. Mon beau-frère coupa la bûche avec le couteau à dessert que je ressortais chaque année depuis 30 ans. Un couteau aux manches en bois clair, avec une petite entaille sur le côté que Henri avait faite un soir par accident et que j'avais toujours refusé de faire réparer, parce que cette entaille, c'était lui aussi. C'était sa façon d'être présent dans les objets du quotidien, dans les petits défauts des choses qu'on garde. Les parts furent distribuées. Les enfants mangèrent. Les adultes parlèrent, doucement d'abord, prudemment, comme on reprend une marche après s'être tordu la cheville, en testant chaque pas avant de poser le pied. Et puis un peu plus normalement, et puis, par moments, presque naturellement. La cheminée crépitait. Dehors, Lyon s'était couverte de cette neige fine et hésitante qui tombe parfois en décembre dans la région. Pas assez pour blanchir les toits, mais assez pour rendre les rues silencieuses, pour adoucir les angles des vieux immeubles, pour donner à la nuit une qualité particulière, presque suspendue. Vers minuit, les enfants s'endormirent les uns après les autres. Le plus jeune d'abord, la tête sur les genoux de sa mère. Puis les 2 du milieu sur le canapé, emmitouflés dans la couverture que j'étais allé chercher dans le placard du couloir. Et enfin l'aîné, qui résista le plus longtemps avec cette obstination des enfants qui ne veulent pas manquer la fin de quelque chose d'important, mais qui finit par céder les yeux ouverts, encore, la tête inclinée sur le côté, à la façon exacte dont son grand-père Henri s'endormait dans ce même fauteuil les soirs où il avait trop mangé et trop parlé. La ressemblance me serra le cœur doucement. Pas de douleur. Juste cette douceur étrange qu'on ressent quand on voit quelque chose qu'on aime continuer dans quelqu'un d'autre. Françoise et son mari partirent vers 1h du matin après avoir aidé à débarrasser la table, après avoir empilé les assiettes dans l'évier avec cette discrétion des gens bien élevés qui savent que certains lendemains se préparent dans le silence. Françoise m'embrassa longtemps à la porte. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin. Julien fut le dernier à partir. Il s'arrêta dans l'entrée, son manteau sur les épaules, les clés dans la main. Son fils dormait contre lui, la tête sur son épaule, les jambes pendant dans le vide, cet abandon total du sommeil de l'enfance. Il me regarda. « Le 12 novembre, dit-il. « Le 12 novembre, confirmai-je. » Il hocha la tête. Il fit un pas vers la porte. S'arrêta. Se retourna encore une fois. « La thérapie, je vais appeler demain matin. Dès demain matin. » Bien. Il hésita encore une seconde. Cette hésitation de quelqu'un qui voudrait dire autre chose, qui cherche les mots et ne les trouve pas encore, qui n'a pas encore appris à les trouver, mais qui sait maintenant qu'il devra apprendre. Puis il sortit. La porte se referma. Je restai seul dans l'entrée un moment. J'entendis le bruit de ses pas dans l'escalier, le claquement de la porte de l'immeuble en bas, et puis plus rien. Juste le silence de la nuit, le crépitement mourant de la cheminée dans le salon, et quelque part dehors, le bruit discret de la neige fine qui continuait de tomber sur Lyon. Je retournai dans le salon. La table avait été à moitié débarrassée, mais les pièces de 2 centimes n'étaient plus là. Il les avait prises. Je m'assis dans mon fauteuil.
Mon fauteuil, celui que je n'avais jamais partagé avec personne, celui où je lisais le soir, celui d'où j'avais regardé des années passées dans cette maison, et je restais un moment sans rien faire, les mains sur les accoudoirs, les yeux sur la nappe tachée et les bougies presque consumées. Je pensais à Henri. Je lui parlais en silence, comme je le faisais parfois dans les moments importants, dans cette conversation intérieure que les gens qui ont aimé vraiment continuent d'avoir avec ceux qu'ils ont perdus. Pas parce qu'ils croient être entendus, mais parce que certaines choses ont besoin d'être dites même dans le vide, même sans destinataire certain. Je lui dis que ça avait été une longue nuit. Je lui dis que son fils avait pleuré. Je lui dis que j'avais peur que ça ne tienne pas, que le chemin soit trop long, que les vieilles habitudes reprennent le dessus comme elles le font presque toujours, et puis je lui dis que j'avais quand même choisi d'y croire. Parce que l'amour sans espoir n'est pas de l'amour, c'est de la résignation. Et moi, à 65 ans, après tout ce que j'avais traversé, je n'étais toujours pas résignée. Je ne l'avais jamais été. Je soufflais les bougies une par une. J'éteignis la lumière du salon. Et j'allais me coucher dans le silence de ma maison, dans cette maison qui était la mienne, qui avait toujours été la mienne, et qui le resterait encore longtemps. Dehors, Lyon dormait sous sa neige fine. Et moi, pour la première fois depuis très longtemps, je m'endormis sans pleurer.